Lors de la soirée de lancement de la ligne de mode de ma sœur, ma fille de 6 ans a accidentellement heurté le lustre en cristal qui s'est écrasé sur le sol en se brisant en 1000 morceaux. Dans un accès de rage incontrôlable, ma sœur l'a saisie par les cheveux devant tout le monde en criant « Tu as ruiné tout mon événement, idiote maladroite !» Puis, elle lui a violemment cogné la tête contre le coin tranchant de la table de salle à manger en verre. Ma fille s'est effondrée, saignant abondamment de la tête sur le sol en marbre blanc. Les invités ont halté, mais personne n'a bougé pour l'aider. Mon père a dit « C'est ce qui arrive quand on est maladroite et négligente ». Mon frère a ajouté « Elle aurait dû regarder où elle allait ». Mon oncle a acquiescé. Les erreurs coûteuses exigent des leçons sévères. Ma sœur tenait toujours ses cheveux alors qu'elle gisait là, inconsciente. Mais avant que je ne puisse réagir et me précipiter pour aider ma fille allongée sur le sol, ma mère s'est avancée, passant calmement devant moi. Et ce qu'elle a fait ensuite a choqué toute la pièce. Je dois vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Les images me hantent encore quand j'essaie de dormir. Le sang de ma fille de 6 ans qui forme une mare sur le marbre blanc immaculé. Les fragments du luminaire en cristal dispersés comme des diamants sur le sol. Le visage de ma sœur tordu par la fureur. Mais ce qui me hante par-dessus tout, c'est ce que ma mère a fait ensuite. Laissez-moi commencer par le début pour que vous compreniez à quel point cette trahison est profonde. Ma sœur, Natacha, a toujours été l'enfant chéri de notre famille. Depuis l'enfance, elle a eu droit à tous les avantages, pendant que je me contentais des restes. Des cours de piano pour elle, des livres usagés pour moi, des vêtements de marque pour elle contre des vêtements de friperie pour moi. Frais de scolarité payés en intégralité pour elle contre des prêts étudiants qui pèsent encore sur ma cote de crédit. Mes parents vénéraient son ambition, sa beauté, sa volonté acharnée de réussir dans le monde de la mode. Grandir dans cette maison, c'était comme vivre comme un fantôme. Je rentrais de l'école avec les meilleures notes, et ma mère, Véronica, jetait un coup d'œil rapide dessus avant de me demander si j'avais vu les derniers croquis de Natacha. Mon père, Gérald, manquait mes pièces de théâtre scolaire parce qu'elles coïncidaient avec les défilés de Natacha. Quand j'ai intégré l'équipe de football de l'université, le dîner de célébration a été annulé parce que Natacha avait décroché un stage chez un créateur local et voulait sortir avec ses nouveaux collègues. Le schéma s'est mis en place très tôt et n'a jamais changé. Mon 16e anniversaire tombait le même week-end où Natacha présentait ses illustrations de mode. Personne ne s'est souvenu de prendre mon gâteau. Nous avons passé toute la journée à son événement alors que je restais dans un coin, portant une robe de taille trop grande qui lui appartenait. Un photographe a voulu me prendre en photo pensant que je faisais partie de l'esthétique artistique. Ma mère l'a chassé, gênée que je puisse accidentellement apparaître sur des photos destinées à mettre en valeur le talent de Natacha. Mon frère, Tyler, n'était guère mieux. De 5 ans plus jeune que Natacha et 3 ans plus jeune que moi, il s'était accroché à son succès comme une sangsue. Il était devenu son manager officieux, gérant ses réseaux sociaux et ses premiers contrats. Leur lien était impénétrable. J'étais l'intruse, l'enfant du milieu que personne n'avait planifié ni particulièrement désiré. J'ai appris à être invisible. J'ai cessé de chercher une attention que je n'aurais jamais. J'ai trouvé du réconfort dans les livres et auprès des quelques amis qui ne connaissaient pas ma glamour de sœur. Je me suis construit une vie en marge de la leur, me disant que je me satisfaisais des miettes qu'ils me jetaient. Je me suis mariée jeune pour fuir cette maison étouffante. Mon mari, Dororik, était bon, travailleur, et aimait notre fille, Mia, plus que tout au monde. Nous nous sommes construit une vie modeste mais heureuse jusqu'à ce qu'un conducteur ivre me l'enlève il y a 1 an. Soudain, je me suis retrouvée veuve et mère célibataire à 32 ans, luttant pour joindre les 2 bouts pendant que ma sœur lançait sa 3e boutique de mode. La mort de Dororik a à peine été remarquée par ma famille. Ils ont envoyé des fleurs aux funérailles, mais sont partis immédiatement après la cérémonie car Natacha avait une réunion avec des investisseurs potentiels. Ma mère a appelé une fois pour me demander comment je m'en sortais, mais la conversation a rapidement dérivé sur ses inquiétudes concernant le stress de Natacha lors de son expansion. Mon père a proposé de me prêter de l'argent pour les frais médicaux de Dororik, puis s'est irrité quand j'ai accepté, comme si j'aurais dû refuser avec grâce. Le chagrin m'a presque détruite. Mia se réveillait en pleurant pour son papa,
et je la serrais dans le noir, mes propres larmes mouillant ses cheveux. Nous avons survécu grâce aux plats préparés par les collègues de Dereric et la gentillesse des voisins qui connaissaient la perte. Ma famille a envoyé un chèque de 500 $ avec un mot disant qu'ils espéraient que cela m'aiderait. L'ouverture de la boutique de Natacha, le mois suivant la mort de Dereric, leur avait coûté plus de 50 000 $ rien que pour la location du lieu et le traiteur. Je me suis investi corps et âme dans le travail et l'éducation de ma fille, créant une bulle où Mia et moi pouvions exister sans le rappel constant que nous n'avions aucune importance. Elle est entrée à la maternelle l'année de la mort de Derrick, et l'avoir affronté ce changement courageusement tout en faisant le deuil de son père m'a enseigné plus sur la force que tout ce que mes parents m'avaient montré. Mia avait l'esprit doux de son père et une empathie immense. Elle dessinait notre famille réunie au paradis, expliquant très sérieusement que papa nous attendait, mais qu'il n'était pas seul car il avait tous les anges comme amis. Cette première année seule a été brutale. Être mère célibataire tout en gérant mon deuil et mes finances m'a plongé dans un état d'épuisement constant. Je tombais dans mon lit chaque soir, restant éveillée à calculer les factures, me demandant si je pouvais me permettre des fournitures scolaires et le loyer du mois suivant. Mon salaire de comptable dans une entreprise de taille moyenne était décent, mais pas généreux. Chaque dépense imprévue me plongeait dans la panique. Ma mère passait occasionnellement, généralement sans prévenir. Elle critiquait le rangement de ma maison ou commentait les cheveux ébouriffés de Mia, puis se lançait dans les dernières réalisations de Natacha. Ces visites me laissaient dans un état pire qu'avant. J'ai commencé à inventer des excuses pour qu'elle ne vienne plus, prétextant des projets ou une Mia malade. Finalement, elle a arrêté d'essayer, ce qui m'a blessée, même si je l'avais repoussée. Le succès de Natacha est devenu le seul sujet de conversation de ma famille. Les dîners de Thanksgiving se transformaient en réunions d'affaires sur l'expansion de sa marque. Les rassemblements de Noël présentaient des diaporamas de ses parutions dans les magazines. Mon père, Gérald, rayonnait de fierté en décrivant ses derniers exploits à quiconque voulait l'entendre. Ma mère, Véronica, collectionnait chaque article mentionnant le nom de Natacha comme de précieuses reliques. Mes accomplissements avaient disparu dans l'oubli. La promotion que j'avais obtenue au cabinet comptable n'a jamais été mentionnée. Les certificats de Mia pour ses bons résultats scolaires ne sont jamais allés sur le réfrigérateur familial. Quand j'essayais de partager nos petites victoires, mon frère, Tyler, m'interrompait avec des nouvelles sur les clients célèbres de Natacha ou ses contrats d'expédition internationaux. Je me souviens d'un dîner de Noël particulièrement douloureux, environ 8 mois avant le défilé. J'avais fait apporter des décorations que Mia avait faites à la main comme cadeau pour tout le monde. De petites créations en pâte à sel qu'elle avait peintes avec tant de soin. Elle en était si fière, elle avait elle-même emballé chaque décoration dans du papier de soie. Ma mère l'a acceptée avec un sourire crispé et l'a posée de côté. Mon père ne l'a même pas ouverte. La femme de Tyler, Cassandra, a fait une remarque préférant les décorations achetées en magasin qui correspondaient à son esthétique. Ensuite, Natacha est arrivée en retard, faisant une entrée spectaculaire dans un manteau de fourrure blanche. Elle a distribué des cadeaux provenant de sa boutique. Des écharpes en cachemire, des sacs en cuir, des cravates en soie. Tout le monde s'est extasié sur les cadeaux coûteux pendant que les ornements de Mia restaient oubliés sur la table d'appoint. J'ai vu le visage de Mia s'effondrer en réalisant que personne ne se souciait de ses cadeaux. Cette nuit-là, elle m'a demandé pourquoi grand-père et grand-mère ne nous aimaient pas comme ils aimaient tante Natacha. Je n'avais aucune bonne réponse. Les mois précédant le lancement de la collection ont été particulièrement intenses pour Natacha. Elle avait obtenu un investisseur majeur et prévu cet événement pour présenter sa nouvelle collection aux rédacteurs de mode, influenceurs et acheteurs potentiels. Le groupe de discussion de la famille a explosé avec des mises à jour constantes. Elle avait besoin de tout le monde pour l'installation, le soutien moral et le déroulement de l'événement. Ma mère a coordonné les voyages des membres de la famille venant de loin. Mon père a aidé à sécuriser le lieu grâce à ses contacts professionnels. Tyler a géré la liste des invités et répondu au RSVP. Personne ne m'a demandé si je pouvais venir ou aider. L'invitation au lancement de Natacha est arrivée sur un carton épais aux lettres dorées. Sa nouvelle collection allait débuter dans un lieu exclusif du centre-ville. Le code vestimentaire était formel.
La présence des enfants était déconseillée mais techniquement autorisée. J'ai failli refuser, sachant que Mia et moi serions des figurantes dans une salle remplie d'influenceurs et de l'élite de la mode, mais Mia a supplié d'y aller. Elle avait tant entendu parler de sa glamour de tante et voulait voir les jolies robes. Son excitation innocente a fait fondre mes réticences. Je lui ai acheté une simple robe rose chez Target et j'ai emprunté une robe de cocktail noir à ma collègue Laura. Nous sommes arrivés sur les lieux en nous sentant sous-habillés mais pleines d'espoir. L'espace ressemblait à un décor de conte de fées. Des sols en marbre blanc s'étendaient sous des plafonds voûtés. Des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur des mannequins drapés dans les créations de Natacha. Des modèles posaient sur des plateformes surélevées tandis que des serveurs circulaient avec du champagne et des amuse-bouches. Une table en verre près de l'entrée exposait la pièce maîtresse. Un luminaire en cristal élaboré, conçu sur mesure pour correspondre à l'esthétique de Natacha. Le luminaire en lui-même était époustouflant, je devais l'admettre. Des couches de cristal taillées à la main formaient des motifs géométriques complexes captant la lumière et projetant des arcs-en-ciel sur les surfaces avoisinantes. Natacha l'avait commandé à un célèbre maître verrier de Venise, ou du moins c'est ce que ma mère racontait à tous ceux à portée de voix. Il avait coûté $30 000 et pris 6 mois à créer. Une petite plaque à côté décrivait la pièce comme l'inspiration de toute la philosophie esthétique de la collection. Natacha tenait salon au centre de la pièce, entourée d'admirateurs. Sa robe émeraude coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle a à peine daigné remarquer notre arrivée d'un signe de main dédaigneux avant de reprendre sa conversation avec un photographe de Vogue. J'ai reconnu ce geste, le même qu'elle faisait quand j'avais 12 ans et elle 17, me chassant de sa chambre quand elle avait des amis. Cette indifférence nonchalante qui signifiait que je ne valais ni son temps ni son attention. Mia l'a ressenti aussi. Elle a serré ma main plus fort et m'a demandé doucement si nous pouvions bientôt rentrer. Les yeux de Mia se sont écarquillés, absorbant tout. Elle n'avait jamais vu une telle opulence. J'ai tenu sa main fermement, la prévenant de faire attention autour de tous ces objets coûteux. Elle a hoché la tête solennellement, promettant de rester près de moi. Pendant 1 heure, nous avons existé en périphérie de la fête. Mes parents sont arrivés et ont fait une entrée remarquée avec Tyler et sa femme Cassandra. Mon oncle Mitchell avait fait le voyage depuis la Californie spécifiquement pour l'événement. Tous gravitaient autour de Natacha comme des planètes autour du soleil. Personne n'a demandé comment allait le récent anniversaire de Mia ou comment je m'en sortais depuis la mort de Dererick. Nous étions invisibles. J'ai vu ma mère parcourir la pièce comme si elle était l'hôtesse plutôt que Natacha. Elle présentait les gens les uns aux autres, s'assurait que tout le monde avait à boire, veillait à ce que les photographes prennent les bons angles. C'était son moment à elle aussi. Elle vivait par procuration le succès de sa fille. Mon père restait près du bar, racontant à quiconque voulait l'écouter les promesses de Natacha depuis son plus jeune âge, comment il avait toujours su qu'elle atteindrait la grandeur. Comment il s'était sacrifié pour financer sa première collection. Les mensonges étaient impressionnants. Il avait en réalité refusé de financer sa première collection, la considérant comme un rêve impossible. C'est ma grand-mère maternelle qui avait fait le chèque lançant la carrière de Natacha. Mais Gérald avait réécrit l'histoire au fil des années jusqu'à croire à sa propre mythologie. Personne ne l'a contredit. J'avais appris il y a bien longtemps que la vérité n'avait aucune importance dans ma famille, seuls comptaient les histoires qu'ils se racontaient. Tyler circulait avec son appareil photo, documentant tout pour les réseaux sociaux de Natacha. Il avait quitté son emploi dans le marketing 2 ans plus tôt pour travailler à temps plein pour elle. Sa femme, Cassandra, semblait heureuse de cet arrangement, profitant de la gloire réfléchie d'être liée à une étoile montante de la mode. Ils avaient récemment acheté une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre, pariant sur la réussite et la générosité continue de Natacha. L'oncle Mitchell avait amené sa nouvelle copine, une femme ayant la moitié de son âge, qui semblait vouloir être partout ailleurs. Il essayait constamment de la présenter à des invités influents, cherchant des relations d'affaires via le réseau de Natacha. Mitchell dirigeait un cabinet de conseil en difficulté et considérait le succès de sa nièce comme une ressource à exploiter. La petite amie sirotait du champagne et vérifiait constamment son téléphone, son ennui était évident.
J'ai trouvé un coin calme où Mia pouvait s'asseoir et dessiner dans le petit carnet que j'avais apporté. Elle dessinait les robes et les mannequins avec une concentration intense. De temps en temps, elle levait les yeux vers moi avec un sourire qui me fendait le cœur. Elle avait les yeux de Doreric et son esprit doux. Être ici était une erreur, comme forcer son entrée dans un monde qui ne nous accepterait jamais. Un serveur s'est approché et nous a proposé du champagne et des amuse-bouches. J'ai pris une eau gazeuse et j'ai laissé Mia choisir sur le plateau. Elle a sélectionné un petit feuilleté et l'a mangé avec précaution, essayant de ne pas faire tomber de miettes sur sa robe. Le serveur lui a souri sincèrement, le premier geste de reconnaissance bienveillant que nous recevions de toute la soirée. Mia l'a remercié poliment, et je me suis sentie fière des bonnes manières que nous avions travaillé ensemble. « Maman, pourquoi grand-mère ne vient-elle pas nous parler ?» a demandé Mia après que le serveur soit parti. « Elle est occupée à aider tante Natacha », ai-je dit, en gardant une voix neutre, « mais nous sommes ici aussi. »« Je sais », a-t-elle répondu. Parfois les grandes personnes se concentrent sur les grands événements et oublient de prendre le temps pour tout le monde. Elle a réfléchi à cela, puis est retournée à son dessin. Mais j'ai vu la blessure dans ses yeux. Elle était si excitée de s'habiller et d'assister à une fête chic, imaginant que sa grand-mère s'occuperait d'elle et que sa tante lui montrerait les jolies robes de près. La réalité lui apprenait une dure leçon sur notre place dans la hiérarchie familiale. La fête continuait autour de nous. Des blogueurs mode prenaient des selfies avec les créations de Natacha en fond. Des acheteurs potentiels examinaient les vêtements de près, discutant de la construction et des prix. Les mannequins changeaient de tenue toutes les 30 minutes, défilant dans l'espace avec différents looks de la collection. Un DJ diffusait une musique électronique subtile qui résonnait sous les conversations. Natacha a prononcé un discours environ 45 minutes après notre arrivée, se tenant sur une petite plateforme pour que tout le monde puisse la voir. Elle a remercié les investisseurs, a cité des célébrités ayant exprimé de l'intérêt pour son travail et a décrit sa vision pour l'avenir de la marque. Ma mère la regardait avec une telle fierté qu'il m'était physiquement douloureux d'y assister. Mon père a enregistré tout le discours sur son téléphone, prévoyant déjà de le partager avec ses amis golfeurs et collègues. Elle n'a jamais mentionné sa famille, pas une seule fois. Elle n'a pas reconnu les années de soutien financier ni le travail gratuit fourni par Tyler. Elle n'a certainement pas fait référence à la sœur et à la nièce qui se tenaient dans un coin. Pour Natacha, elle était entièrement autodidacte, ne devant rien à personne. L'audience a applaudi avec enthousiasme quand elle a terminé, et elle a accueilli leurs éloges comme l'oxygène qu'elle attendait de respirer. Puis tout s'est brisé en un instant. Mia avait besoin d'aller aux toilettes. Je l'ai accompagnée vers le couloir du fond, mais elle a insisté sur le fait qu'elle était assez grande pour y aller seule. Les toilettes étaient clairement indiquées et à quelques pas seulement. Je l'ai laissée partir, la regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la porte. Elle a dû se désorienter en ressortant. Au lieu de se diriger directement vers notre coin, elle a pris un mauvais tournant et s'est retrouvée près de l'entrée où se trouvait ce luminaire en cristal sur la table en verre. J'ai vu ce qui se passait de l'autre côté de la pièce, mais je n'ai pas pu l'atteindre à temps. Mia s'est prise dans quelque chose. Elle a trébuché en avant, les bras battants pour retrouver l'équilibre. Son petit corps est entré en collision avec le bord de la table. Le luminaire en cristal a vacillé, suspendu un instant dans une possibilité effroyable, puis a basculé. Le crash a fait taire toute la fête. 300 conversations se sont éteintes simultanément. Des éclats de cristal ont explosé sur le marbre blanc dans une constellation de destruction. Les bras délicats du luminaire se sont pliés et ont cassé. Son centre s'est fendu proprement en deux. Mia s'est figée de terreur, ses petites mains couvrant sa bouche. Elle m'a regardée avec des larmes coulant déjà sur ses joues, sachant qu'elle avait fait quelque chose de terrible, même si c'était un accident. J'ai commencé à courir vers elle immédiatement. Mais Natacha était plus proche. Ma sœur a parcouru la distance en quelques secondes, son visage contorsionné par une rage que je ne lui avais jamais vue. Elle a saisi Mia par les cheveux avec les deux mains et l'a tirée vers le haut, forçant ma fille à se mettre sur la pointe des pieds. « Tu as ruiné tout mon événement, idiote maladroite !» Le cri de Natacha a résonné sur les surfaces de marbre et de verre. Mia a hurlé de douleur,
ses petites mains essayant de dégager les doigts de Natacha de ses cheveux. Tout est allé si vite. Natacha a tiré Mia vers elle pour la faire face à la table en verre. Avec une force effroyable, elle a cogné la tête de ma fille contre le bord tranchant de la table. Le son me hante encore. Ce craquement écœurant du crâne contre le verre. Le corps de Mia s'est instantanément relâché. Natacha a lâché ses cheveux et Mia s'est effondrée, tombant sur le sol comme un sac désarticulé. Le sang a commencé à s'étaler à partir d'une entaille sur son front, rouge sombre sur le marbre blanc immaculé. J'ai crié et j'ai couru vers elle, mais la foule des invités bloquait mon passage. Ils sont tous restés figés, les coupes de champagne à moitié portées aux lèvres, regardant ma fille inconsciente saigner sur le sol. Personne n'a bougé pour aider. Personne n'a appelé les secours. Ils ont juste regardé. La voix de mon père a coupé mon panique, c'est ce qui arrive quand on est maladroite et négligente. Tyler a ajouté son accord, elle aurait dû regarder où elle allait. L'oncle Mitchell a acquiescé avec une autorité grave, les erreurs coûteuses exigent des leçons sévères. Natacha se tenait toujours au-dessus de la forme inconsciente de Mia, sa main se contractant là où elle avait saisi les cheveux de ma fille. Elle ne montrait aucun remords, aucun choc face à ce qu'elle avait fait, juste une froide satisfaction d'avoir donné une leçon sur le respect de ses objets de valeur. J'ai poussé à travers la foule paralysée, désespérée d'atteindre Mia. Mais avant que je ne puisse m'agenouiller à côté d'elle, ma mère s'est avancée. Véronica a marché devant moi sans me jeter un regard, se déplaçant avec un calme surnaturel à travers le chaos. Elle s'est agenouillée à côté du corps ensanglanté de Mia dans sa robe de créateur, sans se soucier du sang tachant le tissu blanc. Ses doigts ont pris le pouls au cou de Mia. Elle a examiné la blessure à la tête avec des mains fermes. Puis elle s'est levée et s'est retournée pour faire face à Natacha. La pièce a retenu son souffle. La paume de ma mère a rencontré le visage de Natacha dans une gifle qui a résonné comme un coup de feu. Natacha a trébuché en arrière, le choc remplaçant sa colère. « Tu ne toucheras plus jamais à cet enfant », la voix de Véronica était glaciale. « Gérald, appelle une ambulance immédiatement. » Les autres, reculez. Elle a retiré son écharpe Hermès coûteuse et l'a pressée contre la blessure de Mia, appliquant une pression pour ralentir l'hémorragie. Ses mains n'ont jamais tremblé. Lorsque je les ai enfin rejointes, tombant à genoux à côté de ma fille, ma mère a croisé mon regard. « Je suis tellement désolée », a-t-elle murmuré. « J'aurais dû la protéger depuis le début. » L'ambulance est arrivée en quelques minutes. Les ambulanciers ont installé Mia sur un brancard pendant que je tenais sa petite main. Véronica a insisté pour monter avec nous malgré le sang qui recouvrait sa robe. Dans l'ambulance, elle s'est excusée encore et encore pendant que je me concentrais sur le visage pâle et la respiration superficielle de Mia. Je ne pouvais pas assimiler tout ce qui se passait. Mon cerveau s'est fragmenté en 1000 morceaux. Chacun criant des choses différentes. La terreur que Mia ne s'en sorte pas. La rage envers Natacha pour avoir blessé mon bébé. La confusion face à la transformation soudaine de ma mère. La fureur envers mon père, mon frère et mon oncle pour leurs mots cruels. L'ambulancier continuait de me poser des questions sur les antécédents médicaux de Mia. Et j'ai répondu automatiquement tandis que ma fille gisait inconsciente entre nous. À l'hôpital, Mia a eu besoin de 18 points de suture pour refermer l'entaille. Elle avait subi une commotion cérébrale grave mais aucune fracture du crâne. Le médecin a posé des questions directes sur la manière dont une enfant avait subi de telles blessures. Ma mère lui a tout raconté sans hésiter. Elle a donné des déclarations détaillées à l'officier de police qui est arrivé 1 heure plus tard. Les urgences pédiatriques sont devenues notre monde pour les 6 heures suivantes. Mia reprenait conscience par intermittence, confuse et en pleine douleur lorsqu'elle était réveillée. Je tenais sa main et lui chantais les berceuses que Dereric avait l'habitude de chanter, ma voix se brisant à chaque mot. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant ses constantes et ajustant les perfusions. Le médecin la surveillait attentivement pour déceler des signes d'édème cérébral ou d'autres complications. Ma mère n'est jamais partie. Elle s'est assise de l'autre côté de Mia, caressant doucement le bras de sa petite fille. Elle parlait aux infirmières, gérait la paperasse, passait des appels. Quand j'ai finalement craqué,
Pleurant vers 3 heures du matin, elle m'a serré pendant que je sanglotais. Des années de douleur accumulées se sont déversées dans cette chambre d'hôpital. Chaque affront, chaque rejet, chaque moment où j'avais été invisible sont revenus me percuter. Ma mère a tout absorbé sans se défendre ni faire d'excuses. J'ai échoué avec toi, a-t-elle dit doucement. Pendant toute ta vie. J'ai échoué avec toi. J'ai vu ce qui se passait et j'ai choisi le confort au lieu du courage. J'ai choisi le mensonge facile au lieu de la vérité difficile. J'ai encouragé un monstre parce que regarder ce qu'elle était devenue aurait signifié admettre mon propre rôle dans sa création. Son honnêteté m'a stupéfaite. Je ne l'avais jamais entendue admettre le favoritisme, encore moins en assumer la responsabilité. Je ne peux pas effacer le passé, a-t-elle continué. Mais je jure sur tout ce que je suis, je passerai le reste de ma vie à réparer cela. Natacha devra faire face aux conséquences. Toi et Mia aurez la protection et le soutien que vous avez toujours mérité. Je ne te trahirai plus jamais. Je voulais la croire, mais la confiance ne venait pas facilement après des décennies de déception. Pourtant, voir sa robe tachée de sang et la détermination féroce dans ses yeux m'a donné de l'espoir. Peut-être que cette crise avait finalement fissuré son déni. Peut-être que regarder Natacha agresser l'enfant lui avait révélé des vérités qu'elle ne pouvait plus ignorer. Natacha a été arrêtée sur les lieux. Le photographe de la soirée avait capturé toute l'agression en vidéo tout en documentant l'événement. De nombreux invités ont fourni des témoignages. Tyler a tenté de défendre notre sœur, mais même mon père est resté silencieux face à l'évidence irréfutable. L'arrestation a eu lieu vers minuit. Mon père a appelé avec la nouvelle, la voix tremblante. Il a tenté de présenter cela comme un malheureux malentendu, me demandant si je considérerais ne pas porter plainte puisque Natacha était manifestement stressée et n'avait pas voulu blesser Mia si gravement. Ma mère a arraché mon téléphone et lui a dit de se taire. Elle l'a informé qu'elle demanderait le divorce et qu'il devrait contacter son avocat pour les détails. Puis elle lui a raccroché au nez. Les accusations d'agression n'étaient que le début. Ma mère a embauché l'avocat le plus agressif de l'État. Harrison Reed était spécialisé en droit familial et en dommages corporels, réputé pour détruire les accusés au tribunal. Elle a payé ses honoraires substantiels sans sourciller et a exigé qu'il poursuive jusqu'aux conséquences maximales. Notre première rencontre avec Harrison a eu lieu 3 jours après l'agression. Mia était rentrée à la maison mais nécessitait une surveillance constante. Ma mère avait déménagé temporairement dans notre appartement pour aider avec ses soins. Harrison est venu chez nous, étalant des dossiers sur notre petite table à manger pendant que Mia dormait dans la pièce voisine. Il était rien de ce à quoi je m'attendais. Une 50aine d'années, une allure humble, des yeux doux derrière des lunettes à monture métallique. Mais quand il a examiné les preuves, son expression s'est transformée en acier. Il avait regardé la vidéo que Tyler avait enregistrée par inadvertance. Il avait lu les témoignages. Il avait photographié les blessures de Mia. C'est l'un des cas d'agression les plus clairs que j'ai vus, a déclaré Harrison. La preuve vidéo à elle seule est accablante, mais nous avons de multiples témoins corroborant l'événement, y compris les propres membres de la famille de la victime qui ont blâmé un enfant de 6 ans pour avoir été violemment attaqué. Nous allons la détruire au tribunal. Il a exposé la stratégie, poursuite pénale par l'intermédiaire du procureur, poursuite civile pour dommages et intérêts, ordonnance restrictive, et possible poursuite contre quiconque ayant encouragé la violence. Ma mère a écouté attentivement, posant des questions pointues sur les délais et les jurisprudences. Je suis restée là, me sentant dépassée, reconnaissante qu'elle gère les choses que je ne pouvais pas assumer tout en m'occupant de Mia. Je veux les conséquences maximales, a déclaré fermement Véronica. Je me fiche du coup. Je veux que ma petite fille soit protégée et que ma fille aînée soit indemnisée pour chaque once de douleur et de souffrance que mon favoritisme a causé. Natacha doit comprendre que les actions ont des conséquences, une chose que j'ai échoué à lui enseigner. Harrison a acquiescé avec approbation. Je demanderai la peine maximale et les dommages et intérêts les plus élevés. Préparez-vous à ce que cela devienne laid. Votre famille va probablement se retourner contre vous. Ils l'ont déjà fait, a dit ma mère doucement. Cela ne fait que l'officialiser. L'industrie de la mode a lâché Natacha en 48 heures.
Les marques ont retiré leur partenariat. Sa boutique a subi des résiliations de baux soudaines. Les rédacteurs en chef des magazines qui avaient loué ses créations publiaient maintenant des articles sur l'agression. La vidéo est devenue virale, accumulant des millions de vues. Les gens la reconnaissaient en public et l'interpellaient sur le fait qu'elle avait agressé une enfant. Voir l'empire de Natacha s'effondrer était surréaliste. Un jour, elle était l'étoile montante de la mode. Le jour suivant, elle était inemployable. Ses comptes de réseaux sociaux ont été inondés de commentaires en colère. Les influenceurs qui avaient fait l'éloge de son travail ont supprimé leurs publications et émis des déclarations condamnant la violence. La boutique qu'elle avait travaillé si dur à construire a fermé ses portes en une semaine. Tyler a tenté de monter une défense sur les réseaux sociaux, affirmant que la vidéo était sortie de son contexte et que Natacha protégeait sa propriété coûteuse de la destruction. La réaction a été immédiate et brutale. Les gens ont souligné que rien ne justifiait de frapper la tête d'un enfant contre un meuble. Son compte a été suspendu pour avoir défendu la maltraitance infantile. Sa femme, Cassandra, réalisant que leur sécurité financière était liée à la carrière désormais détruite de Natacha, a discrètement demandé la séparation. Mon père a tenté une médiation, m'appelant à plusieurs reprises pour suggérer que nous passions tous outre cet incident malheureux. Il a offert de payer les factures médicales si je retirais les plaintes. Il a promis que Natacha s'excuserait et me dédommagerait pour le luminaire en cristal d'une manière ou d'une autre. Sa désespérance était presque comique. Il avait passé des décennies à vénérer le succès de Natacha, et le voir se désintégrer détruisait son récit soigneusement construit sur sa fille parfaite. J'ai cessé de répondre à ses appels. Ma mère gérait toute la communication avec lui par l'intermédiaire de ses avocats. Elle avait pensé à ce qu'elle avait dit concernant le divorce. Les papiers ont été déposés en une semaine, mais c'est le procès pénal qui a tout fait basculer pour elle. Harrison a soutenu que l'agression était une rage préméditée plutôt qu'une colère passagère. Il a présenté des preuves des problèmes de tempérament documentés de Natacha, des plaintes antérieures d'employés concernant ses accès de violence et des témoignages d'anciens partenaires commerciaux sur son comportement contrôlant. Le procès a duré 3 semaines. J'y ai assisté tous les jours, assise derrière l'accusation avec ma mère à mes côtés. Harrison m'avait préparé à ce que le témoignage impliquerait, comment les avocats de la défense essaieraient de me peindre comme une maladroite et Mia comme une enfant négligente. Mais rien n'aurait pu me préparer à voir ma famille témoigner. Tyler s'est présenté à la barre pour la défense, tentant de présenter Natacha comme stressée et dépassée plutôt que violemment abusive. Son témoignage s'est effondré lors du contre-interrogatoire lorsqu'Harrison lui a repassé la vidéo de l'agression à plusieurs reprises, lui demandant de pointer où le stress justifiait de frapper la tête d'un enfant contre un meuble. Tyler n'a pas pu répondre. Il a quitté la barre, l'air ébranlé. Mon père a témoigné que Natacha avait toujours été passionnée mais jamais violente. Harrison a démantelé cela en produisant des témoignages de ses professeurs d'école primaire concernant des incidents d'intimidation. Des dossiers de conseils d'école secondaire concernant des problèmes de gestion de la colère et des témoignages de colocataires à l'université décrivant son tempérament explosif. Gérald s'est assis sur le siège du témoin, transpirant et luttant alors que les preuves s'accumulaient montrant qu'il avait ignoré les signes d'avertissement pendant des décennies. L'oncle Mitchell a tenté de témoigner en tant que témoin de moralité, décrivant Natacha comme ambitieuse mais foncièrement bonne. Harrison lui a demandé d'expliquer comment une personne foncièrement bonne agresse un enfant de 6 ans pour des dommages matériels. Mitchell a bafouillé des justifications sur les objets coûteux et le stress de l'entrepreneuriat. Le jury avait l'air dégoûté. L'accusation a ajouté des charges de mise en danger d'enfants et d'agression téméraire. Le juge a refusé la libération sous caution après qu'Harrison a soutenu que Natacha représentait un danger pour Mia. Elle a passé 3 mois en prison de comté en attendant le procès tandis que son empire de la mode se désintégrait. Ma mère a assisté à chaque audience. Elle a témoigné sur des années de favoritisme et sur la façon dont elle avait permis le sentiment de droit de Natacha. Elle a admis avoir échoué envers moi et Mia en laissant cette dynamique toxique s'épanouir. Son témoignage a dévasté l'équipe de défense de Natacha. Regarder Véronica à la barre était cathartique et douloureux simultanément. Elle a parlé clairement de ses choix,
ne cherchant jamais à détourner ou minimiser son rôle. Elle a décrit des incidents de notre enfance où Natacha avait été cruelle et où elle avait détourné le regard. Elle a admis avoir choisi le confort plutôt que la confrontation, permettant au favoritisme de se calcifier en quelque chose de toxique. Elle a pleinement assumé son échec. L'avocat de la défense a essayé d'attaquer sa crédibilité, suggérant qu'elle mentait pour se dédouaner de sa culpabilité. Harrison a objecté, et le juge l'a confirmé. Mais ma mère a répondu quand même, « Je ne mens pas », a-t-elle dit calmement. Je dis enfin la vérité que j'aurais dû prononcer il y a des décennies. J'ai créé cette situation en permettant à un enfant de croire qu'il était plus précieux que les autres. Je lui ai donné tous les avantages alors que j'ai donné de la négligence à mon autre fille. J'ai loué la cruauté de Natacha comme étant de l'ambition et j'ai rejeté ses victimes comme étant trop sensibles. Je suis absolument coupable d'avoir permis à la femme qui a agressé ma petite fille d'agir ainsi. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer cet échec. La salle d'audience était silencieuse quand elle a terminé. Le jury avait l'air ému. Natacha était assise à la table de la défense avec des larmes coulant sur son visage, mais elles ressemblaient à des larmes de rage plutôt que de remords. Le jury a délibéré pendant 4 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Natacha a écopé d'une peine de 3 ans de prison plus 5 ans de probation. Le juge a également ordonné de payer 500 000 $ en réparation pour les frais médicaux et le traumatisme psychologique de Mia, plus 200 000 $ pour la douleur et la souffrance. L'audience de peine a été brève. L'avocat de Natacha a demandé la clémence, affirmant qu'elle avait déjà tout perdu à cause du contre-coup public et de la destruction de sa carrière. Le juge a rejeté cet argument, déclarant que faire face aux conséquences sociales ne dispensait pas de la responsabilité criminelle. Il a noté que la vidéo montrait une violence délibérée contre un enfant sans défense et a qualifié ses actions de répréhensibles et impardonnables. Natacha a été placée en détention immédiatement. J'ai ressenti un sentiment de vide en regardant les shérifs l'emmener me noter. C'était ma sœur, l'enfant chéri qui avait dominé toute ma vie. La voir réduite à une combinaison orange et des entraves semblait impossible. Une partie de moi se sentait vindicative. Une autre partie ressentait simplement de la tristesse face à la façon dont elle avait complètement détruit sa propre vie. Mais ma mère n'en avait pas fini. Elle a déposé une ordonnance restrictive empêchant Natacha de contacter Mia ou moi pendant 10 ans. Ensuite, elle s'en est prise à Tyler et à l'oncle Mitchell en tant que complices pour leur déclaration encourageant la violence contre un enfant. Bien qu'ils aient évité les accusations pénales, le procès civil qu'elle a financé a détruit leur réputation. Le procès civil contre Tyler s'est concentré sur son rôle dans la documentation de l'agression à des fins de réseaux sociaux et sa défense immédiate des actions de Natacha. Bien qu'il n'ait pas physiquement blessé Mia, Harrison a soutenu qu'il avait contribué à l'environnement hostile ayant permis l'agression. L'affaire s'est réglée à l'amiable pour 150 000 $, une somme que Tyler n'avait pas. Il a été contraint de déclarer faillite. L'affaire civile de l'oncle Mitchell était similaire. Sa déclaration sur les erreurs coûteuses exigeant des leçons sévères, clairement enregistrées en vidéo, montrait son approbation de la violence contre un enfant. Le procès civil l'a dépeint comme quelqu'un qui valorisait la propriété au-dessus du bien-être humain. Son cabinet de conseil a perdu tous ses clients lorsque l'affaire est devenue publique. Il a réglé pour 100 000 $ et s'est retiré complètement de la vie publique. Tyler a perdu son emploi lorsque son employeur a appris qu'il avait regardé un enfant se faire agresser et qu'il avait blâmé la victime. La femme de l'oncle Mitchell a demandé le divorce après avoir appris qu'il avait approuvé la violence envers sa propre petite-nièce. Ma mère les a tous les deux coupés de sa vie avec une précision chirurgicale. Mon père, Gérald, a eu du mal avec la situation. Il avait passé des décennies à privilégier Natacha par-dessus tout le monde. La voir faire face aux conséquences a cassé quelque chose en lui. Il a essayé de faire une médiation, suggérant que nous passions outre cet incident malheureux pour l'harmonie familiale. Ma mère l'a repoussé immédiatement. J'ai passé 30 ans à protéger le bon enfant ? Non, j'ai protégé le mauvais, dit-elle. Je ne gaspillerai pas une seconde de plus. Elle a déménagé dans la chambre d'amis et a consulté des avocats spécialisés dans le divorce. En moins de 6 mois,
elle avait mis fin à leur mariage et acheté une petite maison à 3 rues de mon appartement. Elle voulait être proche de Mia et aider à la garde pendant que je travaillais. Le divorce a été brutal. Mon père a tenté de réclamer la moitié de tout, affirmant qu'ils avaient construit leur vie ensemble. L'avocat de ma mère, un collègue d'Harrison, a soutenu que Gerald avait sciemment permis l'abus sur mineur par son favoritisme et sa déclaration blâmant Mia pour l'agression. Le juge a accordé à Veronica nettement plus de la moitié de leurs actifs, y compris la maison familiale. Gerald a déménagé dans un petit appartement avec un colocataire pour pouvoir payer le loyer. Je n'ai pas assisté aux procédures de divorce. Mais ma mère m'a tenu informée. Elle voulait que je comprenne qu'elle se débarrassait de tout ce qui était lié à l'ancienne structure familiale. La maison où j'avais été invisible, le mariage où elle avait permis les abus, le cercle social qui avait loué la cruauté de Natacha comme une réussite. Elle était en train de tout brûler et de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres. La transformation dans notre relation a été stupéfiante. Veronica est devenue la mère dont j'avais toujours eu besoin. Elle assistait aux événements scolaires de Mia et affichait fièrement ses œuvres d'art. Elle l'aidait pour ses devoirs et l'abordait le soir. Elle écoutait quand je parlais de mes problèmes professionnels ou des défis de mère célibataire. Avoir son soutien a tout changé. J'ai enfin pu m'offrir une thérapie pour moi-même afin de traiter la mort de Dereric et mon traumatisme d'enfance. La guérison de Mia a progressé plus vite grâce à la présence constante et à l'encouragement de sa grand-mère. La maison semblait plus chaude, plus sûre. Nous avons établi des routines. Des petits déjeuners aux crêpes le dimanche, des voyages à la bibliothèque le mercredi, des soirées cinéma le vendredi, des traditions simples qui nous faisaient nous sentir comme une vraie famille. Ma mère a fait ses preuves par sa cohérence. Elle se présentait à chaque fois qu'elle disait qu'elle le ferait. Elle tenait ses promesses. Elle s'excusait quand elle faisait des erreurs et corrigeait son comportement. Elle assistait aux séances de thérapie de Mia lorsqu'elle y était invitée et mettait en œuvre les stratégies suggérées par le thérapeute. Elle construisait la confiance brique par brique, et j'ai lentement laissé moi-même croire que c'était réel. Mia a lentement guéri du traumatisme physique. La cicatrice sur son front s'est estompée pour devenir une fine ligne blanche. Les cauchemars ont pris plus de temps à se résoudre, nécessitant des mois de thérapie. Elle sursautait parfois quand les gens bougeaient trop vite près d'elle. Mais avoir le soutien inébranlable de sa grand-mère a fait une énorme différence. La thérapeute, le docteur Patricia Morrison, spécialisée dans les traumatismes infantiles, travaillait avec Mia chaque semaine, utilisant la thérapie par le jeu et des techniques adaptées à son âge pour l'aider à assimiler ce qui s'était passé. Au début, Mia ne parlait pas du tout de l'agression. Elle dessinait des images ou jouait avec des poupées, mettant en scène des scénarios où de mauvaises choses arrivaient, mais ne pouvait pas expliquer pourquoi. La progression s'est faite lentement. Après 2 mois, elle a commencé à utiliser des mots pour décrire le fait de se sentir effrayée. Après 3 mois, elle a pu identifier que tante Natacha l'avait blessée, mais croyait toujours qu'elle l'avait causé en cassant le cristal. Le docteur Morrison a travaillé avec précaution pour aider Mia à comprendre que casser quelque chose par accident ne justifiait pas la violence, et que l'agression n'était pas de sa faute. J'ai assisté à certaines séances pour apprendre comment soutenir Mia à la maison. Le docteur Morrison m'a enseigné les réponses traumatiques chez les enfants, comment reconnaître les déclencheurs, comment fournir de la réassurance sans être envahissante. Elle a mis l'accent sur la cohérence et la sécurité, aidant Mia à reconstruire son sentiment de sécurité dans le monde. Ma mère a également assisté aux séances, voulant comprendre comment aider. Le docteur Morrison a travaillé avec elle séparément sur la réparation de la relation grand-mère-petite-fille endommagée par des années de négligence. Veronica a dû accepter que Mia la connaisse à peine avant l'agression et que leur lien devait être construit de zéro plutôt que réparé. Elle a accepté cela avec humilité et s'est engagée dans le travail. Natacha a tenté de communiquer depuis la prison par le biais de lettres prétendant regretter ses actes. Harrison m'a conseillé de les archiver sans jamais y répondre. Ma mère brûlait chaque lettre sans les ouvrir. Elle a fait comprendre que Natacha s'était exclue de cette famille par ses propres actions. Les lettres arrivaient chaque semaine au début. Du courrier de prison avec le nom de Natacha sur l'expéditeur.
Ma mère les a toutes collectées, photographiant chaque enveloppe pour la documentation juridique avant de les brûler dans sa cheminée. Elle le faisait méthodiquement, créant une piste papier prouvant que Natacha violait l'esprit, sinon la lettre, de l'ordonnance restrictive. Certaines lettres étaient adressées à Mia, ce qui nous a toutes les deux rendues furieuses. Harrison a immédiatement déposé des dossiers citant cela comme preuve de harcèlement continu. Le juge a émis un avertissement à Natacha par l'intermédiaire du système pénitentiaire. Les lettres adressées à Mia ont cessé, mais celles adressées à moi ou à ma mère ont continué de manière sporadique. Je ne les ai jamais lues. Je ne le pouvais pas. Peu importe ce que Natacha avait à dire. Les excuses n'effaceraient pas l'agression. Le regret n'effacerait pas la cicatrice de Mia ou ses cauchemars. Rien de ce qu'elle pouvait écrire ne changerait le fait qu'elle avait valorisé un lustre en cristal au-dessus de la sécurité de ma fille. Ces mots étaient dénués de sens. L'indemnisation de l'assurance issue du procès civil a remboursé mon hypothèque et financé le fonds d'études de Mia. J'ai quitté mon poste de comptable stressant et j'ai lancé ma propre entreprise de comptabilité depuis chez moi, ce qui m'a permis d'avoir des horaires flexibles pour passer plus de temps avec Mia. Ma mère a aidé pour les coûts de lancement et a fait passer le mot parmi son réseau social. Lancer ma propre entreprise était terrifiant et libérateur en même temps. J'avais passé des années dans la comptabilité corporative, à suivre les règles des autres et à respecter les délais des autres. Être ma propre patronne signifiait assumer la responsabilité du succès comme de l'échec. Ma mère a fourni le capital initial pour acheter de l'équipement et des logiciels, embaucher un comptable pour gérer mes propres livres, et cibler des clients potentiels. Son réseau social s'est avéré inestimable. Malgré son divorce avec mon père et la rupture avec la majeure partie de la famille, Véronica avait conservé des amitiés avec des femmes de son club de lecture, des conseils d'administration caritatifs et des cercles sociaux. Elle leur a toutes parlé de ma nouvelle entreprise, et les recommandations ont commencé à arriver. Des propriétaires de petites entreprises ayant besoin de services comptables, des professionnels cherchant de l'aide pour gérer leurs finances, des retraités ayant besoin d'aide pour la déclaration de revenus. En 6 mois, j'avais assez de clients réguliers pour correspondre à mon ancien salaire. En 1 an, je gagnais plus. La flexibilité signifiait que je pouvais assister aux événements scolaires de Mia, faire du bénévolat dans sa classe, être présente d'une manière qui m'était impossible avec des horaires de bureau. L'entreprise est devenue une bouée de sauvetage, la preuve que je pouvais construire quelque chose de précieux sans l'approbation ni le soutien de ma famille. 2 ans après cette horrible nuit, je bordais Mia au lit quand elle a demandé à propos de Natacha. « Tu penses que tante Natacha est désolée de ce qu'elle a fait ?» J'ai envisagé de mentir, mais Mia méritait l'honnêteté. Je pense qu'elle est désolée d'avoir été prise et punie. Je ne sais pas si elle comprend vraiment à quel point elle t'a fait de mal. Grand-mère dit que certaines personnes ne peuvent pas se sentir désolées parce qu'elles ne se soucient que d'elles-mêmes. Grand-mère a généralement raison sur ce genre de choses. Mia est restée silencieuse un moment, puis m'a regardée avec ses yeux sérieux qui ressemblaient tant à ceux de Derek. Je suis contente que nous ayons grand-mère maintenant. Elle rend tout plus sûr. Ma gorge s'est serrée sous l'émotion. Moi aussi, mon trésor. Moi aussi. 3 ans après l'agression, Natacha a été libérée en liberté conditionnelle. Elle a violé l'ordonnance restrictive en quelques semaines en se présentant à l'école de Mia. Ma mère avait anticipé cela et avait déjà organisé des caméras de sécurité à la zone de ramassage. La séquence montrait Natacha approchant du bâtiment avant que le personnel de l'école ne l'intercepte. L'école avait été informée de la situation lors de l'inscription initiale de Mia. La directrice, Madame Anderson, connaissait l'ordonnance restrictive et avait la photo de Natacha au bureau. Lorsque Natacha est apparue à l'heure du ramassage, essayant de se fondre parmi les autres parents, Madame Anderson l'a reconnue immédiatement et a appelé à la fois moi et la police. Je travaillais chez moi quand l'appel est arrivé. Une terreur pure m'a envahi en apprenant que Natacha était à l'école de Mia. J'ai appelé ma mère tout en courant pour m'y rendre. Elle m'a devancé de 3 minutes, arrivant juste au moment où la police escortait Natacha vers une voiture de patrouille. Mia ne l'avait pas vue. Dieu merci. Madame Anderson l'avait gardée à l'intérieur du bureau, lui disant qu'il y avait une situation de sécurité et que je serais bientôt là.
Mais voir Natacha être mise en menottes de nouveau, cette fois devant l'école primaire de ma fille, a bien fait comprendre à quel point elle restait dangereuse. Harrison a immédiatement déposé une plainte pour violation de liberté conditionnelle. Natacha est retournée en prison pour encore 18 mois. Le juge a étendu l'ordonnance restrictive à 20 ans et a ajouté une surveillance électronique lors de sa prochaine libération. Ma mère a envoyé l'ordonnance du tribunal dans la cellule de Natacha avec un mot personnel. Elle ne m'a jamais dit ce qu'il disait, mais Natacha a cessé d'essayer de nous contacter après cela. J'imagine que le mot était dur. Ma mère s'était transformée de complice en protectrice féroce, et elle avait des décennies de culpabilité alimentant sa détermination. Tout ce qu'elle avait écrit avait convaincu Natacha que tout autre contact n'apporterait que plus de conséquences. Nous avons enfin eu la paix vis-à-vis de son intrusion dans nos vies. Tyler s'est finalement excusé, bien que je ne l'ai jamais accepté. L'oncle Mitchell a déménagé en Arizona et est décédé d'une crise cardiaque avant d'avoir jamais reconnu son rôle. Mon père prenait parfois des nouvelles, généralement lorsque les fêtes de fin d'année lui rappelaient qu'il avait perdu la majeure partie de sa famille. J'ai maintenu un contact minimal pour le bien de Mia, mais je ne l'ai jamais laissé assez près pour nous blesser de nouveau. Les excuses de Tyler sont arrivées par email 3 ans après l'agression. Il prétendait que la thérapie l'avait aidé à comprendre comment il avait encouragé Natacha et blâmé une enfant innocente. Il disait comprendre si je ne lui pardonnais jamais, mais voulait que je sache qu'il travaillait pour être une meilleure personne. Sa femme l'avait quitté. Il avait perdu contact avec la plupart de ses amis. La faillite avait détruit son crédit. Il travaillait comme directeur de nuit dans une épicerie et vivait en colocation. Je n'ai rien ressenti en le lisant. Peut-être de la pitié pour sa chute, mais aucune chaleur ni pardon. Il avait regardé Natacha agresser Mia et avait blâmé la victime d'avoir été blessée. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais pardonner, même s'il avait subi des conséquences. J'ai supprimé l'email sans y répondre. La nouvelle de la mort de l'oncle Mitchell m'est parvenue via un cousin éloigné. Une crise cardiaque à 62 ans, mort avant que l'ambulance n'arrive. Sa seconde femme a organisé les funérailles, et personne de notre côté de la famille n'y a assisté. Je ne l'ai pas pleuré. Il valorisait les objets matériels plus que le bien-être de sa petite nièce, et il est mort sans jamais faire amende honorable. L'industrie de la mode n'a jamais oublié les crimes de Natacha. Son nom est devenu synonyme de conte édifiant sur l'ego surdimensionné et la cruauté. Plusieurs créateurs ont intégré des messages anti-violence dans leur marque, spécifiquement en raison de son affaire. Le luminaire en cristal qu'elle avait valorisé plus que la sécurité de ma fille est devenu un symbole de priorité mal placée. Des articles ont été écrits analysant l'affaire sous des angles sociaux et psychologiques. Les blogs de mode ont discuté de la manière dont l'industrie encourageait souvent les comportements toxiques en poursuivant le succès. Les forums parentaux ont débattu sur les dynamiques familiales et le favoritisme. Natacha est devenue une étude de cas dans les cours d'éthique des affaires et les cours de psychologie examinant le trouble de la personnalité narcissique. La vidéo virale n'a jamais disparu d'Internet. Malgré les tentatives de Natacha pour la faire supprimer, de nouvelles copies apparaissaient dès que les anciennes étaient retirées. Son visage est devenu reconnaissable par des millions de personnes comme étant la femme qui avait agressé une enfant pour un luminaire brisé. Elle avait voulu la célébrité par la mode et avait à la place obtenu l'infamie par la violence. 5 ans après cette nuit terrible, je me suis remariée. Christopher Williams était enseignant à l'école de Mia et l'avait soutenue lors de moments difficiles. Il l'aimait comme sa propre fille et traitait ma mère avec un profond respect. Notre mariage était petit et intime, axé sur la famille plutôt que sur les apparences. Christopher et moi nous étions rencontrés lors d'une réunion parents-professeurs environ 1 an après l'agression. Mia avait du mal à se concentrer en classe, ayant des flashbacks déclenchés par diverses choses. Il l'avait gérée avec une telle patience et compassion, travaillant avec nous et le docteur Morrison pour créer un environnement d'apprentissage sûr pour elle. Avec le temps, nous sommes devenus amis. Il avait perdu sa femme à cause du cancer 2 ans auparavant et comprenait le deuil et l'éducation monoparentale. Notre relation s'est développée lentement. Des rencontres autour d'un café pour discuter des progrès de Mia se sont transformées en longues conversations sur nos vies.
Une compréhension partagée sur la perte et la reconstruction a créé un lien. Il a rencontré ma mère et ils se sont liés sur leur amour protecteur envers Mia. Il n'a jamais forcé pour plus que ce que je pouvais donner, se contentant de laisser les choses se développer naturellement. Quand il a fait sa demande en mariage, il a demandé à Mia en premier, l'a emmené manger une glace et lui a expliqué qu'il l'aimait ainsi que moi et qu'il voulait que nous soyons une famille officiellement si elle était d'accord. Elle est rentrée rayonnante et a annoncé que M. Williams voulait nous épouser. Christopher l'a suivi, nerveux et plein d'espoir. J'ai dit oui à travers des larmes de joie. Ma mère a porté un toast qui a laissé tout le monde en larmes. Elle a parlé de seconde chance et d'apprendre à protéger ce qui compte vraiment. Elle a admis ses échecs passés et a célébré la force que notre petite famille avait bâtie à partir des ruines. Quand elle a regardé Mia pendant ce discours, ses yeux brillaient d'un amour protecteur féroce. Le mariage s'est déroulé dans le jardin de ma mère avec 30 invités, des amis proches, la famille de Christopher, certains camarades de classe de Mia et leurs parents, ainsi que des collègues de mon entreprise. Rien à voir avec l'opulent lancement de mode de Natacha. Juste une célébration authentique avec des gens qui nous aimaient. Mia était demoiselle d'honneur, prenant son rôle très au sérieux et dispersant les pétales avec une précision méticuleuse. Nous avons passé notre lune de miel localement lors d'un long week-end dans une station balnéaire afin que Mia puisse venir avec nous. Christopher comprenait que la laisser n'était pas une option, qu'elle avait encore besoin de ma présence pour se sentir en sécurité. Nous avons construit des châteaux de sable, nagé dans l'océan, mangé trop de glace. C'était guérisseur, créer des souvenirs heureux dans un lieu sans aucun traumatisme associé. Mia a 12 ans maintenant. La cicatrice sur son front reste visible mais ne la définit pas. Elle est confiante, gentille, et remarquablement résiliente. Elle veut être psychologue pour enfants plus tard afin d'aider d'autres enfants ayant vécu des traumatismes. Sa compassion m'émerveille quotidiennement. Elle n'a aucune relation avec Natacha et ne demande jamais de ses nouvelles. Son monde est constitué de personnes qui se soucient sincèrement de son bien-être, Christopher, ma mère, ses amis, ses professeurs et moi. C'est suffisant. Ma mère a eu 70 ans le mois dernier. Nous l'avons célébrée dans un petit restaurant qu'elle adore. Juste nous 4. Elle m'a serré près d'elle et a murmuré quelque chose à l'oreille de ma fille qui l'a fait sourire. Plus tard, Mia m'a dit que grand-mère lui avait dit qu'elle était sa plus grande bénédiction et sa plus grande source de fierté. Parfois, je pense à cette nuit affreuse, au sang sur le marbre blanc, au corps de ma fille effondré sur le sol, à la cruauté de ma famille face à une violence impensable, mais surtout, je me souviens de la main de ma mère frappant le visage de Natacha. Ce moment de clarté absolue où elle a enfin choisi de nous défendre. Elle avait passé des décennies à élever un monstre et à ignorer ses victimes. Mais confrontée à l'ultime conséquence de ses choix, elle n'a pas hésité. Elle est devenue la mère dont j'avais toujours eu besoin et la grand-mère que Mia méritait. C'est ça, le rachat, il arrive rarement quand cela nous arrange. Généralement, il surgit dans les moments de crise, quand vous devez décider entre des mensonges confortables et des vérités difficiles. Ma mère a choisi la vérité. Elle nous a choisis. Natacha reste libre aujourd'hui, vivant dans une ville quelque part à l'autre bout du pays. Elle a tenté de reconstruire sa carrière dans la mode sous un autre nom mais a échoué lorsque les journalistes ont découvert son identité. Dernièrement, j'ai entendu dire qu'elle travaille comme vendeuse dans un grand magasin, ce qui porte en soi sa propre justice ironique. Une partie de moi ne ressent rien pour elle. Une autre partie reconnaît qu'elle est une personne brisée qui a détruit sa propre vie par une rage et un sentiment de droit incontrôlé. Mais surtout, je ressens simplement de la gratitude de la savoir loin de ma fille. Parce que cette nuit-là m'a appris quelque chose de crucial. La famille n'est pas définie par le sang ou la tradition. Elle est définie par ceux qui se tiennent à vos côtés quand tout se brise, ceux qui protègent les plus vulnérables au lieu de les blâmer, ceux qui choisissent l'amour plutôt que la réputation. Ma mère a fait ses preuves cette nuit-là de manière à effacer des décennies d'échecs. Elle continue de faire ses preuves chaque jour. Et Mia, elle s'épanouit, elle est en sécurité, aimée, protégée par des gens qui feraient bouger le ciel et la terre pour l'épargner de toute douleur. C'est plus qu'une revanche. C'est une restauration. Et c'est plus précieux que n'importe quel lustre en cristal ne pourra jamais l'être.